8h33, l'élection présidentielle est sur Europe 1. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, est notre invité ce matin. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Sonia Mabrouk est toujours avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Olivier Faure, question. Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Le sujet de conversation que vous aviez avec Sonia Mabrouk concernant la sécurité, qui est le thème qui apparaît, page 55 du projet défendu par le Parti Socialiste, qui s'appelle « Il est temps de vivre mieux ». J'ai pris la peine de le lire ce week-end. Et à propos de la police, vous venez de dire quelque chose qui m'a un peu interpellé. Vous dites il faut une police qui soit acceptée par les quartiers. Et sur le thème de la justice, parmi les propositions que défend le Parti Socialiste, il y a cette idée qu'il faut privilégier le sursis mis à l'épreuve pour les peines courtes, qu'il faut sortir du tout carcéral, qu'il faut encourager le dialogue condamné-victime. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, Olivier Faure, la gauche décomplexée, la gauche qui fait fi de l'importance du thème de la sécurité auprès des Français? Vous avez vu les sondages, c'est le thème qui arrive actuellement en deuxième position derrière le pouvoir d'achat, mais qui est systématiquement dans le trio de tête des préoccupations. Moi, je suis pour assurer la sécurité, effectivement, de tous les Françaises et les Français. Et c'est pour moi une priorité au même titre que les questions de santé, d'éducation et de pouvoir d'achat, parce que la sécurité, c'est un bien que nous devons à chacune et à chacun. Et donc, à chaque fois, la question, c'est la recherche de l'efficacité. L'efficacité. Et donc, vous ne pouvez pas... Enfin, je sais bien que... mais c'est la police de se faire accepter par les quartiers. La formulation est quand même surprenante. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que nous rétablissions un lien étroit entre la police républicaine et l'ensemble des Français. Pourquoi vous répétez police républicaine? Elle est de fait républicaine. Parce que c'est son nom, c'est la police républicaine. En fait, je suis pour une police républicaine, c'est-à-dire qui sert la République. Et si je le dis, c'est aussi parce que... Ça paraît être une évidence dans notre pays, en France. Eh bien, c'est une évidence pour vous et pour moi peut-être, mais ça doit l'être pour tout le monde. Et je le répète, parce que je répète à celles et ceux qui nous écoutent que la police, c'est une police républicaine. Vous avez parlé de garde prétorienne, vous avez dit tout à l'heure, on ne veut pas d'une police qui soit la garde prétorienne du pouvoir. J'entends presque Philippe Poutou qui nous dit que la police tue en France. Est-ce que c'est ça aussi la gauche décomplexée? Ce que je dis là, ça veut dire que quand la police n'est plus vécue que comme, en fait, le dernier rempart entre les Français et le pouvoir. Là, effectivement, elle se dresse comme... Mais vous croyez que c'est la perception majoritaire les uns et les autres? Mais je ne dis pas que c'est la perception. Je dis qu'il y a une perception pour une part des Français qui est celle-là. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse réconcilier les Français avec leur police. Parce qu'elle est indispensable. Et parce que je ne connais pas l'état de droit qui ne soit pas garanti, justement, par la puissance de l'État et par la police. Et ça suppose donc qu'on puisse restaurer ce lien. C'est un fait. Il y a aujourd'hui un problème pour une partie des Français avec leur police. Et je ne le souhaite pas. Et je considère que c'est un problème. Et qu'il faut aussi restaurer ce lien de confiance. Olivier Faure, vous avez qualifié il y a quelques semaines, je crois, si je ne me trompe pas, Éric Zemmour de fasciste. Alors, question toute simple, s'il est élu, est-ce que vous prenez le maquis ou vous entrez en résistance? Mais je me doutais tellement que vous alliez me poser cette question. Bien sûr, fasciste, c'est un gros mot. C'est pas un gros mot, c'est une qualification politique. Et comme je me doutais que vous m'en parleriez, je suis venu avec un livre qui va manquer à votre bibliothèque. Ce livre est très court. En fait, c'est un livre d'Umberto Eco qui s'appelle Reconnaître le fascisme, qui est en fait un discours qu'il a prononcé à Columbia. Oui, j'ai lu. J'ai ça dans ma bibliothèque. Bon. Mais je reprends 14 critères qui permettent de définir le fascisme et qui dit, je pourrais vous citer en fait ce qu'il dit en quatrième de couverture et qui est très éclairant. En fait, il dit le fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire je veux rouvrir Auschwitz. Hélas, la vie n'est pas aussi simple. Le fascisme est susceptible de revenir sur les apparences les plus innocentes. Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ces nouvelles formes. Je vous pose la question, si c'est le fascisme, est-ce qu'on entre en résistance ensuite? C'est le maquis? Je ne vais pas partir dans le maquis. Je dis simplement que la pensée qu'il développe est une pensée qui est une pensée, si vous voulez, pré-fasciste, si vous voulez pas dire fasciste parce que ça vous fait peur. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est quand même un monde de ne pas pouvoir prononcer ce mot. Je ne l'ai jamais prononcé pour d'autres. Je parle de l'extrême droite, j'ai jamais parlé des fascistes. Je dis simplement que ceux qui disent, regardez aujourd'hui qui sont ses soutiens, ça devrait quand même vous éclairer. Tous ceux qui sont négationnistes, révisionnistes, enfin de Renaud Camus jusqu'à Jean-Marie Le Pen,
Pen, etc. Tout le monde est derrière Éric Zemmour. Ça devrait vous interroger, non? Vous avez utilisé un terme qu'Anne Hidalgo a elle-même utilisé, négationniste, pour qualifier Éric Zemmour. Est-ce qu'Éric Zemmour... Non, j'ai pas parlé d'Éric Zemmour, j'ai dit les soutiens d'Éric Zemmour. Votre candidate, Anne Hidalgo, a qualifié Éric Zemmour de négationniste. Est-ce que j'en conclus que selon vous, et selon votre candidate, Éric Zemmour nie les chambres à gaz et nie l'Holocauste? C'est ça le négationnisme. Mais je n'ai pas parlé d'Éric Zemmour, je vous ai parlé des soutiens d'Éric Zemmour. Je vous ai dit, regardez qui soutient Éric Zemmour, ça devrait vous éclairer sur la nature même du message et sur les dynamiques qu'il crée et sur la façon dont il utilise à demi-mot les codes qui sont ceux de la vieille extrême droite. Et permettez-moi de vous dire que cette extrême droite, je la connais bien. Mais allons plus donc, loin, voilà, je sais de quoi il s'agit. Est-ce que vous dites aux Français qui veulent voter, il y en a certainement, quand il sera candidat pour Éric Zemmour, qu'ils sont aussi fascistes? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin à ces Françaises et à ces Français qui sont tentés par ce vote? Mais non, je ne dis pas que ce sont des fascistes, parce qu'il y a bien plein de gens de bonne foi, et je reçois des courriers, je rencontre des gens qui me disent je suis tenté par le vote d'Éric Zemmour, ou je vais voter Éric Zemmour. Des gens du Parti Socialiste, des socialistes? Non, pas des gens de gauche, pas des gens du Parti Socialiste. Dans votre entourage familial, est-ce vrai que votre père serait tenté par un vote Éric Zemmour? Et je suis né dans une famille, pour moitié, je suis eurasien, donc mon père est français, même si c'est d'origine lointaine espagnole, ma mère est vietnamienne, et donc du côté de mon père, effectivement, c'est une famille qui est une famille. Moi, j'ai grandi, quand j'allais chez mes grands-parents, sous le portrait de Maurras dédicacé à mon arrière-grand-père, parce que c'était une vieille famille qui considérait la France éternelle, qui considère que il y a une France, un peuple français idéalisé et qui effectivement est celui que je lisais quand j'allais chez mes grands-parents, la presse d'extrême droite, les livres d'extrême droite, je la connais presque intimement. Donc votre malheureusement. Père pourrait voter pour un fasciste, mais à vous entendre. Et quand je parle avec ma famille, avec mon père, etc., moi ce que je lui dis, c'est effectivement, ne te trompe pas sur la nature de ce que tu peux être amené à défendre. Parce que je sais bien ce qui motive ce vote-là. Mais je sais aussi que, pour une part, les gens ne pensent pas qu'ils vont aussi loin que ce que leur vote pourrait leur indiquer. Il y a une forme d'exaspération par rapport à l'immigration, par rapport à un certain nombre de sujets, par rapport à une forme d'intolérance à l'islam. Et tout ça conduit ces gens, parfois, à aller encore un peu plus loin. Mais pourquoi ne pas vous aligner, justement? Si vous ressentez cette demande d'une partie des Français qui, sur certains points, est majoritaire, pourquoi ne pas accompagner cette demande d'une offre politique qui ne consiste pas seulement à dire mais non, il n'y a pas de problème, mais non, c'est pas si grave, mais non, c'est à la police de se remettre en question. Non, mais si, parce que en train de me dire, puisqu'il y a des gens qui pensent comme ça, reniez-vous et pensez mais comme si c'est ce que les Français veulent. Pas ce que... Regardez la gauche danoise, ce qu'elle a fait, la gauche danoise. Mais je ne suis pas danois, et donc... Ah oui, peut-être qu'à la gauche danoise, non, vous devriez mais moi, ce que je vous dis, ce que je crois profondément, et je vous ai dit, à la fois puisqu'on parle de moi et puisqu'on parle de ma famille, je vous ai dit, je suis eurasien aussi. Et donc, en fait, j'ai une part de moi-même qui est à l'autre bout du monde, et ça ne m'empêche pas d'être 100% français. Ce que ça veut dire simplement qu'on peut avoir des identités qui sont multiples. Mais écoutez, je m'appelle Dimitri Pavlenko et vous avez Sonia Mabrouk autour de cette table. Je pense parler à des gens, et Mathieu Bock-Côté qui n'est même pas français. Donc, voilà, ce que je veux vous dire là, c'est que nous avons des identités multiples. Alors, relisez Amin Malouf sur les identités meurtrières, ce livre magnifique, et pensez simplement que c'est quand on humilie une part de notre identité qu'à ce moment-là, elle se rebelle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des risques qui sont ceux d'opposer les uns aux autres. Et moi, je refuse cette guerre des civilisations. Je suis, justement pour cette raison, un républicain, laïque, universaliste, parce que c'est la seule façon de vivre ensemble. Olivier Faure, permettez-moi de vous relancer sur cette question. Il y a une mouvance à gauche qui a cherché justement à donner une réponse de gauche à ces questions. C'est le printemps républicain. Or, très souvent, le printemps républicain, à gauche, se fait extrême droitiser, se fait fasciser, se fait zémouriser. Est-ce que pour vous, le printemps républicain représente un élément central d'une réponse à gauche aux enjeux d'identité, d'immigration, de laïcité? Bon, je ne sais pas très bien ce que pense le printemps républicain, mais il y a certaines... Ils sont assez clairs pourtant. Ben oui, enfin, pardon, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent à chaque fois. Il y a des gens que je connais dans le printemps républicain. Je connais Gilles Cavreuil très bien. Je connais un certain nombre de gens qui ont été ou sont des compagnons de route et avec lesquels j'entretiens une discussion ininterrompue. Mais est-ce qu'on leur fait un mauvais procès?
Mais moi, je ne fais de procès à personne. Je dis simplement que sur chaque débat, je ne veux pas me situer... Enfin, écoutez-moi, quand je suis ici, je parle pour les socialistes. Et je ne parle pas au nom du printemps républicain, au nom des islamistes, au nom de je sais pas qui, etc. J'ai une propre ligne de conduite et c'est celle que je défends. Et dans cette élection présidentielle, moi, je ne veux pas qu'on parle simplement des autres. Je ne me situe pas par rapport aux autres. Je suis venu vous dire ce matin ce à quoi je crois profondément Olivier Faure, et ce que je défends. Oui, il y en a un dont on parle beaucoup, on se met sous son halo, c'est le général de Gaulle. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, va s'exprimer demain soir, 9 novembre. On honore la mémoire du général de Gaulle. Beaucoup d'élus, de candidats vont se rendre à Colombey-les-Deux-Églises. Anne Hidalgo y sera aussi. Mais dites-moi, quel héritage gaulliste revendique Anne Hidalgo ? On vous laisse terminer votre verre d'eau. Oui, pour ceux qui ne voient pas, j'étais en train de boire. Voilà. L'héritage gaulliste, enfin, comme de la même façon que Jaurès ou Blum sont rentrés dans l'histoire de France, le général de Gaulle est rentré dans l'histoire de France aussi. Et il est indiscutable qu'il est l'homme du 18 juin. Il est celui qui a permis de réveiller la fierté nationale à un moment où Vichy... nous devrions éviter de réhabiliter, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, il était celui qui a permis aux Français de relever la tête et ça, nous en sommes tous d'accord, mais je ne sais pas, Anne Hidalgo devrait davantage se référer à un socialiste comme François Mitterrand, qui avait combattu le général de Gaulle à coup d'État permanent. Ça aurait été plus dans votre filiation, plus notre logique. filiation, elle est d'abord, bien sûr, l'héritage mitterrandien, il existe. Vous le revendiquez moins en ce moment. J'étais à Yarnac au début de l'année. Le 10 mai 81, nous l'avons fêté plus que dignement. Je n'ai pas de problème avec ça. Simplement, ça n'empêche pas de reconnaître aussi un héritage qui est plus large, parce que la France, ce sont des grandes figures, des grandes personnalités, et qu'on soit de droite ou de gauche, notre honneur à tous, c'est de savoir reconnaître aussi la part de lumière de chacun et de celles et ceux qui ont permis de grandes choses. Alors, on trouve à gauche Yannick Jadot, on trouve Jean-Luc Mélenchon, on trouve Anne Hidalgo, on trouve Fabien Roussel, on trouve Arnaud Montebourg. Il y a des différences entre tous ces gens. Mais qu'ont-ils en commun? Que pourraient-ils trouver pour se rassembler néanmoins? Oui, vous pouvez le souhaiter, non? Oui. La question est difficile. Non, je vais vous répondre tout de suite, mais j'espère que vous poserez la même question quand vous aurez des gens de droite, parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous avons effectivement un paysage politique de manière générale qui est complètement éclaté. On est passé du bipartisme à un espèce de multipartisme, mais enfin éclaté façon puzzle. Et c'est vrai que dans un moment de perte de repères collectifs, eh bien, il y a quelque chose qui s'est produit et où toutes les micro-identités se sont réveillées, chacune, les unes à côté des autres, pour pouvoir exister face à face, Vous souvent parlez s'opposer. d'Anne Hidalgo ? Non, pas du tout. Là, je parle. Je posais une question ça n'est pas une micro-identité. naïve. Non, je parle de ces, y compris de courants de pensée qui étaient en fait. Mais vous souhaitez être au deuxième tour. Qu'avez-vous en commun finalement? Vous êtes tous la gauche. Vous devez avoir quelque chose en commun. Ce que j'espère, ce que j'ai en partie pas avec tous, mais avec une partie d'entre eux. Moi, ce que je souhaite bâtir dans le quinquennat prochain, c'est un espoir qui soit une république, et chaque mot a du sens, une république écologique, sociale, où le maître mot soit la question de la justice. Voilà ce que je souhaite, voilà ce que je veux porter avec celles et ceux qui se disent et se reconnaissent encore dans la gauche. Merci Olivier Faure. Merci à vous. Merci Olivier Faure.